Merci à toi, Irina. Et merci aux organisateurs. Merci à l'ambassade de Russie d'avoir prêté ce lieu à une telle réunion. Et je suis très impressionné. Je suis très impressionné à chaque fois que j'entre dans ce lieu parce que c'est un des rares cas où l'architecture moderne a réussi un arrimage, comme entre les vaisseaux spatiaux, avec la tradition. C'est de ça que je vais vous parler. Il est bien que nous ayons eu ce petit extrait sur la vie des peintres russes en Union soviétique et en exil, pour introduire ce dont je vais vous parler, qui est un sujet, en fait, l'histoire de l'art. Cet été, j'ai passé 2 mois en Russie, et ce séjour a commencé par la visite de Saint-Pétersbourg. J'ai souvent été en Russie, j'ai traduit des écrivains russes, j'écris quelquefois au sujet de la Russie, et je n'avais jamais vu Saint-Pétersbourg. J'avais été là-bas. Alors nous savons tous, si j'avais su qu'on a un projecteur, j'aurais peut-être amené quelques photos pour appuyer ce que je dis, mais ça nous aurait fait perdre du temps. Ça vaut mieux ainsi. Mais nous avons tous dans les yeux la splendeur de Saint-Pétersbourg. Nous avons tous dans les yeux, nous avons tous vu, on n'aura peut-être pas tous été là-bas, mais le vert réséda du Palais du Verre fait partie de notre palette de couleurs universelles. Les statues et les jardins et les fontaines de Peterhof, de la résidence d'été du Tsar, font partie du patrimoine universel de l'art et de l'architecture. Saint-Pétersbourg, comme je l'ai annoncé comme sujet de cette conférence, c'est l'arche de Noé de l'art, de l'architecture et de la culture européenne. Ce qui est significatif pour moi, c'est qu'on ne peut pas comprendre, à mon avis, la Russie sans avoir vu et essayé de comprendre d'où vient ce prodige. Je viendrai tout à l'heure sur la raison pour laquelle je dis que c'est un prodige. C'est un prodige spirituel. Ensuite, une autre chose qui étonne le voyageur, c'est que lorsque vous arrivez à Saint-Pétersbourg par le train, et que vous sortez de la gare de Moscou, la première chose que vous voyez, c'est une immense inscription large de 50 mètres sur le bâtiment d'en face, qui vous dit que vous arrivez à Leningrad, ville héroïque. Saint-Pétersbourg a été construite à partir de 1703, sur décision de Pierre le Grand, dans un marécage invraisemblable. Pourtant, quand vous marchez dans Saint-Pétersbourg et que vous voyez sur quelle pierre vous marchez, sur la solidité de ces quais, vous avez l'impression de marcher dans Bénarès. Vous avez l'impression que ça a 4000 ans. Et c'est une ville neuve. C'est une ville concept. C'est une ville qui aurait été construite par un Claude-Nicolas Ledoux qui aurait eu carte blanche d'un roi de France pour construire la plus belle ville au monde. Vous imaginez ça? Et c'est tout neuf. Une ville qui n'existait pas avant 1703, c'est une ville neuve. C'est comme Auroville, en Inde, pour ceux qui connaissent, ou comme Astana, c'est une ville concept, ou Brasilia. Et c'est une ville musée de tout ce qu'a donné la grande période d'expansion de la culture, de l'art, de l'architecture et de l'esprit européen. La période, grosso modo, qui correspond à l'époque de Lumière, la période baroque néoclassique, s'enchaînant sur la période romantique. Donc, la visite à Saint-Pétersbourg m'a obligé à retourner à mes premières études. Dans une vie antérieure, j'avais fait des études d'histoire de l'art, et ça m'a beaucoup servi. C'est une quintessence de l'Europe. Elle a des architectes italiens, Rastrelli et les autres, qui ont construit ces palais. Elle est allemande par l'administration et par l'organisation militaire, et par le langage militaire. Elle est hollandaise par son mercantilisme et par sa flotte, puisque Pierre le Grand est allé apprendre le métier de constructeur de bateaux en Hollande. Et puis, elle est française par la folie, le génie conceptuel qui préside. Aucune de ces autres nations qui sont essentiellement
mercantile ou jouisseuse, comme les Italiens, n'auraient eu le génie nécessaire pour projeter quelque chose comme Pétersbourg. Il n'y a que les Russes et les Français. À quoi est-ce que je veux en venir? Ce rêve, évidemment, procède d'une politique de puissance. Avant, je pensais que c'était une lubie, que c'était un snobisme d'un empereur uniquement fasciné par l'Occident, par la civilisation européenne, qui aurait voulu faire la même chose. Mais non. Pierre le Grand avait compris que sans un débouché sur la mer, sur l'Europe, la Russie serait soit isolée, soit colonisée par cette Europe. Il a voulu faire jeu égal. Et je pense que dans sa tête, il y avait évidemment la grammaire, l'alphabet emprunté à la culture occidentale, à la première Rome. Vous savez que Rome a été Rome dans Rome, puis ensuite, lorsque Rome est tombée, le centre de l'Empire s'est déplacé à Byzance, c'était la deuxième Rome, et ensuite Moscou a revendiqué, lorsque Byzance est tombée, le titre de troisième Rome, c'est-à-dire de troisième centre de notre civilisation. Puis, après Moscou, sous Pierre le Grand, le centre de gravité de la Russie, et donc d'une certaine manière de notre civilisation, s'est déplacé dans le nord, sur le golfe de Finlande. Il est bon de rappeler, à ce moment-ci, je fais une brève incise, vous m'arrêterez si je dépasse mon temps, mais je crois que c'est très important. Il est bon de rappeler une chose à propos de la migration de Rome. Savez-vous quand est mort le dernier empereur romain? Et où? Quelqu'un peut-il donner la date et le lieu? Ravenne. Le 29 mai 1453, sur les murailles de Constantinople, le dernier empereur paléologue, Constantin Dragache paléologue, est mort avec la toge des empereurs romains dont le dessin, la couleur et le symbolisme n'avaient pas changé depuis plus de 1500 ans. Vous l'ignorez complètement ici en Occident. Certains le savent, bien sûr. Ici, dans cette salle, on a une concentration particulière de gens censés le savoir. Mais imaginez ce que c'est ailleurs. Donc, cette espèce d'angle mort de notre conscience historique se répète et s'aggrave lorsque le centre de la civilisation passe de la Rome de l'Est, de Byzance, à Moscou et de Moscou à Saint-Pétersbourg. Il y a quelques années, la France a été très heureuse d'outsourcer, ou plutôt de franchiser, quoi, aux Arabes? Le musée, le Louvre. Ils ont mis les moyens qu'il fallait à Abu Dhabi pour avoir une copie du Louvre. L'année dernière, le prince innommable Mohammed Ben Salman, qui se fait rapporter le scalp de ses opposants lorsqu'on les attire dans un consulat quelque part en Turquie, a versé 450 millions pour obtenir un tableau dont on n'est même pas tout à fait sûr qu'il soit de Léonard de Vinci, le Salvator Mundi. La démarche est très semblable à celle de Pierre le Grand. Mais est-ce que vous pouvez imaginer maintenant le roi d'Arabie ou le prince régnant obligeant, parce qu'il a cet appel, cette volonté de s'intégrer ou d'absorber la culture européenne, parce qu'il a investi un demi-milliard dans un seul tableau, ou parce que dans le Golfe, les princes du Golfe ont investi des centaines de millions dans un deuxième Louvre. Est-ce que vous les imaginez, ces princes, interdisant la construction de minarets pour l'office religieux musulman et obligeant à faire des basiliques romanes? Est-ce que vous les imaginez obligeant les fidèles arabes à se couper la barbe?
pour ressembler à des Européens protestants ou catholiques. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Or, c'est ce qu'a fait Pierre le Grand. Vous le savez, enfin, c'est un épisode assez sombre et cruel de l'histoire de la Russie, mais à un moment donné, Pierre le Grand s'est inspiré de l'organisation religieuse des églises occidentales pour synodiser l'église orthodoxe russe et pour changer certains éléments du rite. Une partie des fidèles n'ont pas été d'accord, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les vieux croyants. Ils ont été envoyés en Sibérie. On leur a arraché la barbe quand ils ne voulaient pas se la raser. Imaginez la brutalité de ces procédés. Je vous recommande à ce propos la lecture d'un livre historique, d'un document historique qui sont les mémoires de l'archiprêtre Avakoum, qui sont parus chez Gallimard, qui sont le récit de l'exil vers la Sibérie d'un de ces prêtres qui n'avait pas voulu se parjurer. Imaginez la violence qu'a faite la Russie avec Pierre, comme gage d'adhésion à la grande culture européenne. Est-ce que ce sacrifice a été payé de retour? Est-ce qu'il a été payé de retour? La succession des noms de cette même ville nous le prouve. Comment s'appelait Saint-Pétersbourg en 1914? Parce que l'Allemagne. Parce que Guillaume. Comment s'appelait Pétersbourg en 1924, 25? Parce que l'Allemagne encore, la Suisse, le financement américain nous avait balancé, nous, je ne suis pas russe, leur avait balancé une révolution de couleur, la première, qui est vachement réussie, en 1917. Il n'y a rien de russe dans cette révolution. Sinon, la manière dont le pays s'en est accommodé par la suite. Parce que ça, la manière dont la Russie sait cicatriser ses blessures, ça c'est très russe. La relation inégale, asymétrique et pétrie d'incompréhension et en même temps d'espoir du côté russe avec l'Europe se résume dans cette ville qui est Saint-Pétersbourg, qui est, comme je vous l'ai dit, quelque chose comme Brasilia, ou comme les Salines d'Arkesnan, ou comme Auroville, ou comme Astana, une ville concept. C'est un concept de sauvegarde, de glorification d'une culture européenne que l'Europe elle-même a recrachée. Lors du siège de Leningrad, je pense qu'ils ont raison d'ailleurs, entre parenthèses, de n'avoir pas rebaptisé, bien sûr Saint-Pétersbourg c'est Saint-Pétersbourg, mais là, quand vous arrivez, cette grande inscription, elle vous dit toujours c'est Leningrad. C'était pas Pétersbourg qui était assiégé par les Allemands, c'était Leningrad. 900 jours, chère madame, 1 800 000 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands en arrivant aux abords de Leningrad? Ils ont trouvé que les châteaux et les fontaines de Peterhof, c'était assez pratique pour y mettre des redoutes et des batteries d'artillerie. Ils les ont utilisés pour ça. Ils ont tout saccagé. Et c'était leur architecture, c'était leur nom, c'était leur appellation. Peterhof, la cour de pierre. L'Europe s'est employée à fermer l'accès à la Russie, à fermer l'accès de sa culture au prix de la destruction de sa propre culture. Elle a réussi. Aujourd'hui, la Russie survit tant bien que mal. L'Europe est morte. Aujourd'hui, la Russie a une constitution où il est dit qu'un père est un père et une mère est une mère. Tous les pays qui n'ont pas fixé ça dans la constitution sont des pays qui sont morts à la prochaine génération. Ne vous faites pas d'illusions, ne faites pas de géopolitique. Faites de la démographie. C'est simple. Et tout ça
tout ça, parce que quelqu'un a cru, héréditairement, généalogiquement, comme dirait le grand historien du droit et juriste Pierre Legendre, quelqu'un a cru généalogiquement être investi de l'héritage de Rome. Parce que Rome était tombée, parce que la deuxième Rome était tombée aux mains des Ottomans. Et parce qu'on pouvait replier cette civilisation dans les immensités russes. Et qu'on pouvait la confier à l'énergie assez extraordinaire d'un peuple extrêmement énergique. Il faut en avoir de l'énergie pour aller conquérir d'ailleurs tout à fait paisiblement un espace comme la Sibérie. Et puis non, on n'a pas voulu. Chaque fois que la Russie revenait frapper à la porte, on n'a pas voulu. Alors, pour finir, la Russie, elle s'est vengée. Elle s'est vengée à travers un seul homme. Elle n'a pas... Moi, j'étais, du temps de mes études, comme je suivais des cours qui étaient, notamment en histoire, qui étaient un tissu de la fabulation et du mensonge, vu que c'était des cours universitaires occidentaux. Je croyais que l'OTAN avait une raison d'être. Moi, je croyais que nous étions tous menacés par l'envahisseur soviétique. Puis ensuite, j'ai vu une conférence, pour une fois, alors là, je dois dire, c'était un historien italien, qui, je pense, devait être proche du Parti communiste. Mais enfin, peut-être qu'il était proche du Parti communiste parce qu'il avait compris comment se déroulait l'histoire, et non, il n'enseignait pas l'histoire à sa façon parce qu'il était communiste. Je ne sais pas. Mais qui avait expliqué tranquillement que dans toutes les périodes de crise, la Russie, y compris l'URSS, avait agi comme une puissance conservatrice, c'est-à-dire comme un lest. Non pas quelque chose qui accélère les événements, ou qui rajoute de l'huile sur le feu, mais qui essaye justement de calmer. Aujourd'hui, je veux dire, on vient d'avoir, avec Pierre-Emmanuel Thoman, une très, très concrète illustration de cette espèce de pesanteur, comment dirais-je, de force de l'inertie de la Russie qu'on n'arrive même pas à encercler finalement. Et donc, je reviens à la vengeance. Je n'ai pu comprendre Dostoïevski que lorsque j'ai vu les rues dans lesquelles il se promenait. Dostoïevski passe devant Notre-Dame de Kazan, la grande cathédrale. Il passe devant l'église, l'une des églises les plus impressionnantes, les plus imposantes, les plus grandes, les plus vastes au monde, qui est la cathédrale Saint-Isaac, toujours à Saint-Pétersbourg. Saint-Isaac, quand vous la visitez aujourd'hui, c'est tellement immense, c'est un édifice néoclassique qui ressemble au Panthéon ou à Saint-Pierre de Rome. Et d'ailleurs, Notre-Dame de Kazan, c'est la cour de Saint-Pierre de Rome, c'est la colonnade, c'est 96 colonnes, n'est-ce pas? Et puis un dôme qui culmine à 76 mètres. C'est totalement contraire à tout ce qui est l'orthodoxie. Totalement contraire. C'est exactement comme si on mettait des fidèles musulmans dans une de nos églises, si possible avec une discothèque et un peep show dedans, et qu'on leur disait pratiquer votre religion. Voilà. Ouais, non, Sainte-Sophie, ils ont piqué pour faire quelque chose qui leur convient, pas quelque chose qui est le contraire de leur culture. Et Dostoïevski se disait, mais qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons, nous les Russes, avec notre religion, notre tradition, notre style? Le style, c'est quoi? C'est la manière indélébile, c'est la signature qu'ont les artistes ou les peuples sur la manière dont ils façonnent leur environnement. C'est rien d'autre, le style. Or, la Russie s'était complètement départie de son style. Son style, vous le voyez par exemple dans le film sur Ivan le Terrible d'Eisenstein. Des palais sombres, des portes basses comme ça, des barbes, des couleurs vives, des tissus invraisemblables, des mœurs, évidemment, qui sont brutales. Bon, à l'époque, quel était le pays où les mœurs n'étaient pas brutales? Mais qui sont tout à fait un autre monde. Raison pour laquelle, d'ailleurs, un contemporain de Dostoïevski, Constantin Léontiev,
qui était un slavophile, était un grand partisan de l'Empire ottoman, alors que tous les Russes et tous les Européens étaient contre, je veux dire, sauf les Anglais qui voyaient leur intérêt, mais enfin. Les Anglais auraient vendu des pop-corn sur le chemin du calvaire, vous savez très bien. Donc, Leontiev était pour l'Empire ottoman parce que l'Empire ottoman tenait encore à la fin du XIXe siècle à tout ce qui faisait son particularisme culturel, religieux, traditionnel, les turbans, alors que la Russie était en costume-cravate. Donc, Dostoïevski passe au pied de ces églises et se dit, mais ça c'est pas nous, parce que lui il sait, il sort de son bagne, il échappe de justesse à une exécution, il réfléchit, il se plonge dans la profondeur de la spiritualité propre à l'orthodoxie, il écrit les frères Karamazov, et je pense que parce qu'il est à Saint-Pétersbourg et qu'il voit ce miroir d'Europe, ce miroir présenté à l'Europe et que l'Europe a cassé ou qu'elle a rejeté, il inscrit dans les frères Karamazov la légende du grand inquisiteur. La légende du grand inquisiteur, vous savez ce que c'est? C'est le Christ qui revient sur terre, le grand inquisiteur qui dit « Oh, surtout pas cet emmerdeur, surtout pas, on le fout en geôle, on est trop bien sans lui. Tout est trop bien organisé sans lui pour qu'il vienne encore nous flanquer un coup d'anarchie. » Le Christ. Et en une seule brève histoire de 30 pages, Dostoïevski nous dit ce que nous sommes. Nous sommes un monde gouverné par des gens qui ne croient en rien d'autre que dans le pouvoir. Mais dont le pouvoir repose sur la croyance en tout sauf le pouvoir. Le bien, la justice, l'égalité, l'environnement, tout sauf le pouvoir. Et eux-mêmes ne croient en rien d'autre que dans le pouvoir. Les artistes russes, et c'est par là que je conclus, les artistes russes soviétiques qu'on voit dans ce film sont des gens qui crevaient la dalle, qui peignaient librement, même sous l'ère soviétique. J'ai eu l'occasion de lire une anthologie très bien faite des nouvelles, des short stories, des histoires courtes soviétiques, enfin russes du XXe siècle, essentiellement soviétiques. Et je me suis rendu compte en lisant ces 3 volumes, hein, c'est énorme, malheureusement ça n'existe pas en français, je me suis rendu compte en les lisant que les auteurs de ces récits ne vous donnaient pas du tout, pas un seul instant, l'impression que tout ça était fait et écrit sous un régime totalitaire féroce, qu'ils risquaient pour certains la déportation ou, ce qui est plus clément, l'exécution, parce que la déportation c'était quand même pire. Ils ont maintenu leur liberté parce qu'au sein de cette société, qui à mon avis a légitimement voulu défendre l'héritage généalogique de ce qu'était la civilisation gréco-romaine, il y avait encore une grande partie des gens qui croyaient qu'il y avait autre chose que le pouvoir en ce monde, que la création existait, que la loyauté existait, que le bien existait. Alors que nous, en Occident, nous avons complètement perdu de vue ces réalités-là. Je vous remercie.